Je suis très ému parce que de 2005 à 2007, j'ai fréquenté l'Institut universitaire de gestion. Je suis un pur produit de l'Institut universitaire de gestion. J'ai fait mon diplôme d'études technologiques de UT ici en technique de commercialisation. Et après, j'ai fait ma maîtrise en sciences techniques commerce international au niveau de l'UG. Pour vous dire que je me retrouve en famille. Mes chers amis, on a parlé de 1200 milliards de détournements. C'est le panéliste de l'OCLEI qui en a parlé. Mais vous avez tous applaudi. Mais pourquoi vous avez applaudi? Oui, monsieur. Pourquoi vous avez applaudi? Allô, nous allons lui donner la parole. Bonjour à tous et à tous. Je me représente encore à l'honneur d'Amele Bakari, étudiant à l'Institut universitaire de développement territorial. Oui, nous n'avons pas applaudi parce que le détournement de l'argent nous appelait, mais parce que l'OCLEI a fourni de l'effort pour savoir telle somme de l'argent a été détournée. Donc, c'est le but de notre acclamation. Ok, je vous comprends. Merci. C'est pas pour rien que j'ai introduit avec cela. Okay. Parce que ce n'est pas que vous. Même ceux qui sont en charge des contrôles, quand ils découvrent plus de détournements, j'ai l'impression qu'ils sont contents. Alors que cela témoigne tout à fait de l'inefficacité du système de gestion ou même de lutte contre la corruption. Vous prenez le bureau du vérificateur général. Ceux qui l'ont institué, leur objectif, c'était de faire en sorte que les manques à gagner diminuent. Mais chaque année, si le manque à gagner augmente, même si les contrôleurs font des efforts, mais si le manque à gagner augmente, ça veut dire que leur raison d'être, nous devons nous poser des questions. Je quitte le bureau du vérificateur général. Je viens à l'OCLEI. On était tous contents de l'écouter, c'est important. Mais l'objectif, c'est de diminuer l'enrichissement illicite des responsables publics, bien évidemment, sauf que les responsables publics ont des complices. Les passations de marché, ceux qui fournissent l'État. Si dans les contrôles, on retrouve que c'est des détournements ou même du clientélisme, il y a des opérateurs économiques qui sont complices, n'est-ce pas? Donc l'enrichissement illicite, même ceux qui ne sont pas des fonctionnaires et qui ne sont pas dans les services publics, quand on voit une personne dépenser des milliards à un certain niveau, l'État doit se poser des questions et faire des investigations, voir d'où vient l'argent, parce que ce n'est pas seulement que du fonds public ou même du budget national. Il peut y avoir des collaborations avec d'autres forces extérieures, avec des trafiquants de drogue, et tout ce qui s'ensuit. Donc, à ce niveau, on doit encore se poser des questions. La lutte contre la corruption ne peut pas se faire sans la volonté politique et sans l'exemplarité des élites. Vous êtes d'accord avec moi? Qui d'entre vous a lu le dernier rapport de l'OCLEI? 2022. Et dans ce rapport, il est dit, vous savez, l'OCLEI, c'est d'amener les gens à déclarer leur patrimoine, n'est-ce pas? Dans ce rapport, il est dit que sur les 28 membres du gouvernement du Mali, il n'y a que 4 qui ont déclaré leur patrimoine. Sur 28, il n'y en a eu que 4 qui ont déclaré leur patrimoine. Alors que la volonté politique, c'est les autorités publiques qui ont initié ces structures-là. Et le rapport a été remis au président de la République. Si la volonté politique est là, à partir de ce moment, si je suis le président de la République, tous ceux qui n'ont pas déclaré leur patrimoine, je leur donne un temps qu'ils le fassent ou je les enlève du gouvernement. D'autant plus qu'on met beaucoup d'argent dans ces structures. Je vous donne des chiffres. Le président de l'OCLEI
tenez-vous bien, gagne mensuellement 4 750 000 francs CFA. Et c'est public, c'est dans le décret 2017-0478 du 12 juin 2007, fixant les avantages et les rémunérations des membres de l'OCLEI. Les autres membres gagnent 3 800 000, soit plus que le Premier ministre, soit plus que les membres du Parlement. Et tenez-vous bien, l'article 4 du décret dit que les membres du Conseil et le secrétariat général de l'OCLEI continuent à percevoir leur salaire 3 ans après la fin de leur fonction. C'est ce qui est dans la loi. Et le vérificateur général, mensuellement, c'est 3 950 000 francs CFA par mois. Vérificateur général adjoint, 3 275 000 francs CFA par mois. Vous voyez que l'objectif, c'est de faire en sorte qu'il soit à l'abri du besoin. Si l'objectif est qu'il soit à l'abri du besoin, c'est pour que l'État puisse gagner et que les mauvaises pratiques cessent. Si ces mauvaises pratiques n'ont pas cessé, on doit s'interroger et changer de méthode. Et ce changement de méthode ne peut pas aller sans la volonté politique. Mon rôle aujourd'hui, c'est de vous parler un peu des mécanismes en place, politiques ou citoyens, pour amener vers la bonne gestion des finances publiques et de lutter contre la corruption. Donc ma présentation va être beaucoup plus axée sur des actions que je vais proposer et qui peuvent nous amener à endiguer ce phénomène-là. Mais j'ai critiqué, j'ai vu qu'il y a eu des manques à gagner. Ça veut dire qu'on doit s'interroger. Parce que le mécanisme actuel, c'est de dire on contrôle. Mais est-ce que le mécanisme empêche le vol? Parce que l'objectif, c'est aussi d'amener les gens à ne pas voler. D'empêcher les gens de voler. Mais si on s'applaudit, on est content qu'il y a eu plus de détournements et qu'il y a eu des efforts, il y a un problème. Donc aujourd'hui, le mécanisme qui doit être mis en place, c'est d'empêcher les gens de voler pour ne pas à ce qu'ils restituent. Parce qu'il y a Yasara, il y a Tari, il y a Chouin, ou bien. Donc le vol même est un délit, c'est ce qu'on doit enlever de nos pratiques. Et ce n'est pas dans nos valeurs traditionnelles, positives. Je vous donne un exemple. Vous partez dans un village du Mali. Jusqu'à présent, dans certains villages, la pratique existe. Vous partez dans ce village, tu donnes 10 000 francs à une vieille dame. La vieille dame regarde autour d'elle. Toutes les personnes qui l'entourent, il leur dit « Bognate, Bognate, Bognate ». Vous savez pourquoi elle fait ça? Vous savez? Qui dit oui? Ok, celui qui dit oui n'a qu'à dire pourquoi elle le fait. Bonjour tout le monde. Je réponds à l'identité de Abdoulaye Ngoïba. Je vais répondre à la question de M. Hamidou Doumbia parce qu'on fait pourquoi Boyate Dorete. Nga ba dauma pour que sininga se nga mogogne pour que ka fra au maka auta tien ka jamana dagro free. Ororo. Non, c'est pas ça. D'accord. Non. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci pour votre réponse. Merci. Alors, s'il vous plaît, c'est toujours important d'essayer. On ne dit pas aux autres, non, s'il vous plaît. Une autre personne, allez-y. S'il vous plaît. Ok. Boyate, c'est fait pour témoigner. Trouver des témoins que telle personne m'a donné ça. Au cas où demain, il va arriver quelque chose, vous serez là pour témoigner que ça a été fait devant nous. Merci. Ok, c'est un peu ça, mais je vais aller au fond de mes idées. Vous savez, elle fait ça pourquoi? Parce que les 10 000 francs qu'on va lui donner, d'habitude, elle ne met pas de poulet dans la sauce. Et que le lendemain, si elle met du poulet, le surlendemain, elle achète Comatex, les pains, ils rendent les dames très jolies. Les gens peuvent se poser la question, mais n'est-ce pas?
Mais dès lors qu'elle montre en avance, ça montre tout simplement, voilà, je vais augmenter mon niveau de vie. La source est là, c'est telle personne qui me l'a donné. Pour vous dire que l'enrichissement illicite ne fait pas partie de notre culture. Nos ancêtres ont réfléchi à tous ces systèmes-là et nous avons des ressorts pour ne pas être corrompus. Nous n'avons pas de prétexte. Et pour cela, je vais dans les propositions claires. Vous savez, une des sources de la corruption, c'est comment ceux qui doivent porter la volonté politique arrivent au pouvoir. Celui qui arrive de manière très illégale au pouvoir, soyez sûr d'une chose, qui ne va pas être vertueux. Et chez nous, la manière de venir au pouvoir n'est pas assez réglementée. Moi, je veux être candidat aux élections présidentielles. Pour cela, je me dis, j'ai besoin de 20 milliards. Mais où est-ce que je vais aller chercher l'argent? Certains vont voir des opérateurs économiques, n'est-ce pas? Certains vont aller voir des puissances extérieures, n'est-ce pas? Mais vous pensez que cet opérateur économique, il va donner de l'argent gratuitement? Il s'attend à quoi après? Les marchés, n'est-ce pas? La puissance étrangère s'attend à quoi? L'influence, n'est-ce pas? Et ça ne rend pas le dirigeant indépendant. Donc c'est pourquoi nous devons travailler à réglementer les financements des politiques, le financement politique dans le pays. Plafonner le budget de campagne, faire en sorte qu'on ne puisse pas atteindre un certain niveau par rapport à la campagne, 5 milliards, 2 milliards, mais il faut le plafonner pour ne pas prendre le risque qu'un jour, des trafiquants de drogue ne puissent prendre le pouvoir, n'est-ce pas? Quand on va réglementer cela, ça va plus ou moins amener les leaders politiques à faire attention à faire attention avec ceux avec qui ils travaillent. Il faut aussi les amener à publier leurs comptes de campagne. C'est-à-dire, la publication des comptes de campagne, ça veut dire qu'on va chercher à investiguer sur là où vient l'argent. Tu as dépensé 2 milliards, on va te dire maintenant, il faut publier le compte. Combien tu as en actif, en passif, d'où vient l'argent, d'où est-ce que tu as sorti l'argent. Comme les gens de l'OCLEI font, aller demander d'où vient l'argent que tu as comme richesse, tout ce que tu as comme richesse. Donc, il est important de réglementer les financements politiques. Il faut l'exemplarité des élites. Et dans l'exemplarité des élites, moi, je veux qu'on aille au-delà de la déclaration, de la simple déclaration de patrimoine. Il faut amener et forcer les responsables publics à publier leur patrimoine. Vous savez pourquoi on veut demander aux gens de publier leur patrimoine? Parce que quand la publication de patrimoine va survenir, n'est-ce pas, le président de la République, il va dans la Cour suprême, il déclare. Mais le citoyen lambda ne sait pas combien il a comme patrimoine, n'est-ce pas? Maintenant, dès lors qu'il le publie, moi je sais que mon président, mon premier ministre, mon maire, mon député, en venant, il avait un patrimoine de 50 millions. Et on l'oblige aussi à la fin de la fonction à publier ce même patrimoine-là. À la fin, quelqu'un qui vient avec 500 millions, s'il finit, il a 1 milliard comme patrimoine, vous devez vous poser des questions. Et les investigations vont se faire. Pour moi, on ne doit pas être en catimini. Il faut aujourd'hui amener les responsables publics à publier les patrimoines. Il faut que nos textes puissent évoluer un peu dans ce sens-là. Au-delà de la publication, il faut aussi publier les revenus un peu des responsables publics. Combien gagne un maire au Mali? Un maire n'a pas de salaire, vous êtes au courant. Et qui ne gagne pas 50 000 francs par mois. Est-ce que vous savez ça? Mais vous pensez que le maire qui ne gagne pas 50 000 francs par mois, si vous le voyez mener un train de vie très élevé, vous devez vous rendre compte que ce n'est pas
ce n'est pas clair. Donc, on doit amener les citoyens, il faut désacraliser ça pour que les citoyens puissent connaître les revenus de leurs dirigeants. Vous savez combien gagne le président de la République? Le président ne gagne pas 150 millions. Justement, ça c'est le fonds de souveraineté. Le président de la République ne gagne pas au-delà de 5 millions de francs CFA. Le Premier ministre n'a pas 2 millions de salaire. Vous ne le savez pas, n'est-ce pas? Mais il faut qu'on parvienne à rendre public ou même à faire en sorte que nos communications puissent faire en sorte que les citoyens le sachent. Si le citoyen sait qu'un président ou un ministre ne gagne pas 2 millions, 3 millions, il va savoir que ce qu'il utilise, les 2 villas, les 3 villas qu'il y a à se poser des questions. Donc, il est important qu'on puisse aller à ça. Ce qui est aussi important, il faut de la transparence dans la gestion budgétaire et les procédures de passation des marchés. La majorité de ce qui est reproché à l'administration ou même aux leaders politiques en termes de corruption, c'est la façon dont les passations de marché se font. Le manque de transparence, le favoritisme, c'est ce qui est régulièrement reproché. Et pour moi, pour pouvoir faire face à ce défi, il faut moins de lourdeur administrative. Il faut moins d'intervenants dans le secteur de passation des marchés et faire en sorte que, vous voyez par exemple pour un marché bien déterminé, vous produisez le plan de passation des marchés, le plan de passation des marchés va à la Direction générale des marchés publics pour avis juridique, ensuite ce même plan de passation de marché revient, ça va au cabinet du ministre pour validation. Après le plan de passation des marchés qui est publié, il y a l'avis général de passation des marchés qui est publié. Et ensuite, on fait passer le marché est signé par le fournisseur, ensuite c'est signé par le directeur des finances et du matériel, ensuite signé par le directeur général des marchés publics, c'est signé par le ministre, il y a le visa du contrôle financier, il y a énormément d'intervenants dans la chaîne de passation de marché. Et plus d'intervenants, plus de lourdeur, plus d'efficacité dans la réalisation et l'opérationnalisation des projets et plus de chances de corruption. Donc, il faudrait qu'on puisse travailler à avoir notre code de passation des marchés et à pouvoir un peu l'adapter. Et là où on ne parle pas beaucoup, c'est dans le cadre de l'opportunité des dépenses. Tant qu'on ne joue pas sur l'opportunité des dépenses, on va dire il y a l'irrégularité ici, mais il doit y avoir des contrôles de performance. Et ces contrôles de performance doivent tenir compte de la raison de nos dépenses. Vous allez prendre un plan de passation qui est aussi public, vous allez sur le site de l'autorité de régulation des marchés publics, le plan de passation annuel de tous les départements ministériels sont publiés sur le site de l'AMDS, de l'autorité de régulation des marchés publics ou aussi de la direction générale des marchés publics. On a pu recenser par exemple dans le plan de passation des marchés du Conseil national de transition qu'il était prévu de mettre 2 milliards dans l'achat de véhicules dans un pays pauvre. Et vous allez vous rendre compte dans le même plan de passation des marchés, dans des départements comme le ministère de l'équipement, qui peuvent mettre 15 millions dans l'achat de pain 8 mars pour les femmes. Et vous allez voir d'autres types de dépenses. C'est des exemples que je donne. Il faut que l'État et les premiers responsables aient un regard sur ces plans de passation de marché et regarder l'opportunité des dépenses. Parce que si on ne regarde pas l'opportunité des dépenses, les finances publiques, on sera là, on va lutter contre la corruption, mais quand même l'argent va dans des dépenses qui ne sont pas des dépenses utiles. Très souvent, on se pose la question sur la raison d'être de certains services publics. Vous êtes ministère de l'Éducation, on doit pouvoir voir l'impact. L'argent doit beaucoup plus aller à l'investissement qu'à vos propres conforts personnels, l'achat de lait, achat de carburant et tout ce qui s'ensuit. On est beaucoup plus dans ça. Et le fonctionnement de l'État, c'est quand même plus de 50% des dépenses de l'État. Il faut qu'on
on fasse un peu attention à ces questions-là. Il est important de savoir et de réglementer, de faire la promotion de l'intégrité au niveau de la fonction publique. Vous savez, nous sommes aujourd'hui dans le mécanisme de faire peur. Vous volez, vous allez en prison. Vous faites un détournement, on vous blâme. Mais est-ce que vous avez pensé à ceux qui se sacrifient régulièrement et qui ne touchent pas à l'argent public? Est-ce que vous pensez à celui-là qui a été ministre et qui se retrouve malgré lui-même rejeté par la société, rejeté par ses amis parce qu'il ne leur a pas donné de marché, rejeté par ses voisins parce que l'autre a une V8 et que lui, il est resté intègre, il n'a que sa moto Jakarta. Est-ce que notre société pense à récompenser ces personnes-là? Est-ce que notre État pense à faire en sorte que ces fonctionnaires soient des exemples, soient célébrés? C'est justement pour cela que l'initiative d'Accountability Mali mérite d'être félicitée. Parce que moi, je connais des vieux fonctionnaires qui ont passé toute leur vie à être intègres, mais qu'à la fin, qui sont rejetés par la société. Et notre société doit pouvoir reconnaître ces personnes-là et inciter les autres à prendre le bon exemple. Changer de paradigme, au lieu de rejeter celui qui n'est pas bon, c'est bon, mais de récompenser celui qui est bon. Nous mandons. Société et récompenser. C'est assez important. Donc, identifions nos icônes, identifions les plus intègres, les plus exemplaires, pour faire en sorte que d'autres s'en inspirent et que ce soit des modèles de société. Donc, il est important justement de travailler sur ces questions sur le plan politique. Il faut faire des audits réguliers. Quand on donne la parole à un homme politique, très souvent, c'est comme ça, on me signale que je n'ai que 5 minutes, je vais aller un peu plus rapidement. Il faut multiplier les audits et faire en sorte que les rapports d'audit soient publiés. Il faut faire en sorte qu'il y ait des sanctions. Un autre élément, c'est la justice. Vous avez entendu les responsables de l'OCLEI un peu parler qu'ils transmettent les rapports. On épingle les gens. Mais rarement, on fait les procès de corruption, sur la corruption. On ne peut pas amener les gens en prison sans les juger. Ils bénéficient de la présomption d'innocence. Et qui peuvent faire 3 ans sans être jugés. Ce n'est pas... Et la vérité n'est pas sûre. On vient de voir l'épisode du procès sur l'avion présidentiel et sur les équipements militaires. La plupart des témoins, certains d'entre eux sont morts. On demande qui a donné l'ordre d'acheter avec Gostar. On répond, le chef de cabinet répond, non, c'est le président de la République qui m'a donné l'ordre. Mais ce n'est pas l'ordre écrit, ce n'est pas une instruction écrite, c'est une instruction verbale. Le procès a pris du temps. Le président, il est où à l'époque? Le président de l'époque est où? Il est décédé. Parce que tout simplement, on a pris du temps avant de faire le procès. On demande à une autre personne, tous ceux qui ont été intéressés, les cadres de la défense, les différents ministres, tous disent non. Moi, j'ai travaillé avec le ministre de la Défense de l'époque. Le ministre de la Défense de l'époque est où aujourd'hui? Il est décédé. Donc, encore un autre acteur qui n'est pas là et qui ne peut pas témoigner. Donc, je donne ces exemples pratiques pour vous dire que il faut que notre justice soit plus efficace. Et pour cela, il faut augmenter le budget aussi de la justice. Parce que le travail est difficile. Je ne parle pas du salaire des magistrats. Je parle du budget de fonctionnement, de faire en sorte qu'on puisse mettre la justice dans les moyens et que les instructions puissent aller plus rapidement. Mais tant qu'on ne juge pas les affaires de corruption, il ne peut pas y avoir de sanctions. Donc, il nous faut faire des jugements, faire en sorte que ces jugements soient conduits jusqu'à la fin. C'est assez important. Il y a des initiatives citoyennes qui peuvent être faites. Je vous donne un exemple. Qui d'entre vous sait que le conseil communal d'une mairie est public? Qui d'entre vous a déjà participé à un conseil communal de sa commune? Mais c'est public.
Et le contrôle, dans le cadre de la lutte contre la corruption, ça doit être dans les collectivités territoriales. Et la loi vous permet de participer, sauf si les 2/3 du conseil communal s'opposent. Et la même loi sur les collectivités territoriales vous donne le droit d'avoir accès au compte administratif de la mairie. Et le compte administratif de la mairie, si vous y allez, vous allez voir combien ils ont dépassé, ils ont mis l'argent dans quoi. Donc, la loi vous donne l'autorisation de contrôler. Maintenant, c'est aux citoyens de comprendre cela. Il faut qu'on puisse former les gens à comprendre leurs droits, à connaître leurs devoirs. C'est cela un citoyen. Un citoyen qui ne connaît pas ses droits, qui ne connaît pas ses devoirs, n'est pas un citoyen, c'est un sujet. Donc, cherchez à connaître vos droits, chers étudiants. Allez chercher les lois, lisez les lois et appliquez la loi et faites en sorte que vos responsables publics, vos responsables politiques appliquent la loi et soient des responsables vertueux. Sans cela, on va tourner en rond. Les responsables politiques seront là, ils feront ce qu'ils veulent parce qu'il n'y a pas de citoyens éclairés. Chers étudiants, c'est à cela que je vous convie. Soyez des citoyens éclairés, suivez et ne soyez pas dans la complaisance avec vos dirigeants, quels qu'ils soient, que ce soit Yelema, que ce soit le RPM, que ce soit un responsable militaire. Toute personne qui est au pouvoir, faites de la veille citoyenne, suivez et faites en sorte qu'ils soient vertueux parce que c'est dans la vertuosité que le Mali de demain se fera. Je vous remercie. Merci. Merci énormément à M. Doumbia pour cette très belle intervention. Merci beaucoup.